L'air était chaud, le soleil brillait, et tous les poneys de Ponyville passaient une magnifique journée. La place du village était animée et bondée, et des poneys très occupés remplissaient les rues. Tous les habitants semblaient avoir quelque chose à faire ou un endroit à occuper. Tous, sauf Rainbow Dash. Sa place était dans le ciel. Elle filait librement dans les airs, fonçant dans un sens puis dans l'autre, secouant les cimes des arbres et coursant le vent. La Pégasus bleue piqua au-dessus de la cour de l'école, au grand plaisir des poulains. Puis, remonta de plusieurs centaines de pieds et plongea, accélérant autant qu'elle le pouvait. Une poignée de secondes avant de heurter le sol, ses ailes se déployèrent et elle redressa sa course vers le ciel bleu. Rainbow se sentait vivante. Tout à coup, Dash se souvient qu'il y avait bien un endroit où elle aurait dû se trouver. Elle était supposée rencontrer Pinkie Pie moins de 5 minutes plus tard. Dash avait tellement été prise dans ses exercices qu'elle avait quasiment oublié que Pinkie lui avait demandé de la retrouver au Sugar Cub Corner à 3 heures. Pinkie n'avait donné ni raison, ni emploi du temps. Mais Dash savait qu'avec Pinkie, ça pouvait concerner n'importe quoi. Dash n'était pas vraiment sûre de tenir à y aller, cependant. Elle était tellement engagée dans ses cascades qu'elle pensa un instant à snober Pinkie pour continuer à voler. Mais la conscience de Dash eut le dernier mot. Elle savait que cela heurterait les sentiments de Pinkie après tout. Elle lui avait dit qu'ils allaient faire quelque chose de spécial, rien que pour elles deux. Dash reconsidéra la situation et se dit « Pourquoi pas ?» Qu'avait-elle à perdre? Ça concernait peut-être quelques tours à jouer à quelqu'un. Pinkie avait peut-être trouvé un tas de nouvelles farces à faire aux gens, et elle s'était bien marrée à la fois précédente. Dash écrasa le champignon pour rattraper le temps perdu, et accéléra vers son rendez-vous. Quand Dash rentra dans le magasin, elle fut immédiatement accueillie par son hôte qui sautait dans tous les sens d'excitation. « Hey, tu es là! Je t'ai attendu toute la journée !» dit le poney rebondisseur. « Désolé si je suis un peu en retard, Pinkie. Je faisais mes exercices de l'après-midi et j'ai perdu la notion du temps. » s'excusa Dash. Pinkie gloussa et répondit allègrement avec un ton rassurant. « Oh, t'inquiète pas, tu es là maintenant. On n'est pas à quelques minutes près, ben. J'ai tellement été excité par tous les trucs marrants que l'on va faire que j'ai pas arrêté de sauter dans tous les sens depuis que je me suis levé. Je veux dire, j'en ai presque oublié de respirer, tellement je suis contente. » Dash, mal à l'aise, poussa un petit rire forcé. Elle avait toujours apprécié le mode de vie amical, et quelque peu exubérant, de Pinkie Pie. Mais son enthousiasme excessif lui avait toujours filé un peu les jetons. Dash maintint une expression polie cependant. Si Pinkie était si excitée, ce qu'elle avait préparé devait vraiment être génial. « Donc, tu es prête à commencer, Rainbow Dash? J'ai tout ce qu'il faut, » dit le poney rose. Dash prit un instant pour se préparer mentalement. « Tu parles, Pinkie, que je suis prête. Alors t'as prévu quoi? On va piéger quelqu'un? J'en ai trouvé quelques-unes de bonnes qu'il faudrait essayer. Ou peut-être que t'as quelques cascades que tu veux que je fasse. Ou alors, faire des cupcakes, annonça joyeusement Pinkie. Cuisiner? Dash était déçu. Pinkie, tu sais que je suis nul à la cuisine. Tu te rappelles de la dernière fois? Oh, pas de problème, j'ai juste besoin de ton aide pour les faire. Je ferai le plus gros du travail, expliqua Pinkie. Dash y réfléchit pendant une seconde. Bon, d'accord, je pense que c'est ok. T'as besoin de moi pour quoi exactement? Ça, c'est ma Rainbow Dash. Tiens, goûte ça. Pinkie lui tendit un cupcake. Dash était perplexe. Je croyais que je devais t'aider à les préparer. C'est prévu, j'ai fait celui-ci rien que pour toi avant que tu arrives. C'est un test sur le goût, un truc du genre? En quelque sorte, dit Pinkie. Dash haussa les épaules et enfourna la pâtisserie dans sa bouche. Elle la mâcha un peu, puis avala. Pas mauvais. Ok, et maintenant? Demanda Dash. Maintenant, tu dors. Surprise. Dash ouvrit la bouche, mais se sentit soudain étourdi. Une vague de vertige l'emporta. Le monde tourna autour d'elle, et la seconde suivante, elle s'effondra sur le plancher. Lorsque Dash reprit connaissance, elle se trouvait dans une salle sombre. Elle tenta de secouer la tête, mais se rendit compte qu'une bande de cuir la tenait fermement en place. Elle se débattit pour bouger, mais les attaches autour de son torse et de ses membres la collaient à un billot formé de planches robustes, qui lui écartaient largement les pattes. Les ailes étaient les seules choses qui n'étaient pas ligotées, et elles battirent frénétiquement alors qu'elle se démenait pour s'échapper. Alors qu'elle luttait, Pinkie sauta soudain dans sa ligne de vision.
Génial, tu es réveillé. Maintenant on peut commencer, déclara Pinky joyeusement. Elle sauta dans l'ombre et en revint rapidement, poussant un petit chariot recouvert d'un tissu. Pinky, je peux savoir ce qui se passe? Je croyais que je devais t'aider à faire des cupcakes. C'est ce que tu fais, tu vas voir. J'étais à court de l'ingrédient spécial, et tu vas m'aider à m'en procurer. L'ingrédient spécial? Dash respirait maintenant bruyamment et commençait à paniquer. Quel ingrédient spécial? Pinky gloussa et répondit. Bah toi, patate. Les yeux de Dash s'écarquillèrent, sa face fondit de peur. Puis, elle commença à rire et dit avec une voix hystérique. Wow, ok là, tu m'as eu Pinkie Pie, je veux dire, arrive à me faire croire que tu vas me transformer en cupcake. Je dois avouer que c'est la meilleure blague que j'ai jamais vue. T'as gagné, t'es la meilleure. Pinky continua de glousser. Merci Dash, mais je n'ai fait aucune farce aujourd'hui, donc je ne peux pas accepter tes éloges. Dash débattit encore. Allez Pinky, c'est plus marrant là. Alors pourquoi tu ris? Avant que Dash ne puisse répondre, Pinky attrapa le tissu et l'ôta du chariot. Sur le plateau en inox se trouvaient divers outils médicaux et couteaux acérés, organisés avec soin et terriblement aiguisés, ainsi qu'une large sacoche de médecin. Dash était maintenant totalement paniquée, elle commençait à hyperventiler. Son esprit fusa alors qu'elle tentait de raisonner le poney rose. « Tu ne peux pas faire ça, Pinky, je suis ton ami. »« Je sais, et c'est pour ça que je suis si contente que tu sois là. On va partager tes derniers moments ensemble, juste toi et moi. » Pinky sautillait de nouveau. Mais les autres poneys vont se demander où je suis. Quand les nuages vont s'amasser, ils vont me chercher. Et alors ils découvriront ce que tu as fait. Dash cria en désespoir de cause. Oh Dash, ne t'inquiète pas pour ça. Il y a plein de Pégasi pour s'occuper des quelques nuages. Et par ailleurs, personne ne découvrira jamais la vérité. Je veux dire à ton avis, depuis combien de temps je fais ce genre de truc? Et avec cette annonce de mauvais augure, les lumières s'allumèrent soudain, révélant le reste de la pièce. Oh non. Dash frissonna d'horreur face à sa vision qui s'offrait à elle. La salle était décorée avec un goût pinkieste, typique mais corrompu. Des banderoles colorées d'entrailles séchées se balançaient au plafond. Des crânes de toutes les tailles et peints de couleurs vives étaient attachés au mur. Et des organes pastels remplis d'hélium étaient accrochés au dossier des chaises. Les tables et les meubles étaient fabriqués à partir des os et de la chair préservée des poneys précédents. Dash grinça des dents lorsqu'elle vit la pièce centrale de la table près d'elle. Les têtes de 4 poulains, leurs yeux fermés comme s'ils dormaient, portaient des chapeaux de fête cousus à partir de leur propre peau. Avec un frisson de terreur, Dash reconnut l'un d'entre eux comme une de ses camarades de classe d'Apple Bloom Twist. Les yeux de Dash allaient et venaient dans la salle avant de tomber sur une bannière qui pendait à des chevrons. L'attention de Dash fut ensuite attirée par un serpentin déployé qui chatouillait ses naseaux. Elle resta bouche bée devant Pinkie Pie qui se tenait juste devant elle. Le parti pony portait une veste composée de peau séchée, emblasonnée avec des cooties marks. Sur son dos s'agitaient 6 ailes de Pégasi, toutes d'une couleur différente. Alors que le poney sautait d'excitation, son collier de cornes de licorne cliqueta bruyamment. « Tu aimes ?» demanda Pinky. « Je l'ai faite moi-même. » Désespérément, Dash supplia le poney souriant devant elle. « Pinky, s'il te plaît, je suis désolé si j'ai fait quelque chose de mal. Je le pensais pas, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te le promets que je dirai rien à personne. » « Oh Dash, mais tu n'as rien fait du tout. C'est juste que ton numéro est sorti et que... Voilà. Je ne crée pas les règles. On ne peut plus faire demi-tour maintenant. » Dash s'effondra en sanglots. Comment cela avait-il pu arriver? « Oh, mais sois pas triste, Dash, » dit Pinky. « Regarde, ça va te remonter le moral. Je t'ai amené une amie. » Pinky sortait de nulle part, un crâne peint dans un bleu et jaune criard. Il était de la taille de celui d'un poney, mais avait une particularité qui ne trompait pas. Un bec. Dash haleta sous le choc. C'est pas... Hey Dash, on va traîner ensemble? Ces poneys sont nazes. Nuls, nazes, paumés. Pinky imita. Je l'ai attrapée juste avant qu'elle ne quitte la ville. Tu te rappelles quand j'ai quitté la fête pendant environ 25 minutes? J'avais pas assez de temps pour m'amuser avec elle, bien entendu. J'ai dû attendre la fin de la fête pour ça. Mais crois-moi, ça valait le coup. Ne serait-ce que pour la saveur. Les griffons ont le goût de 2 animaux en même temps. C'est incroyable. Je sais qu'elle n'avait pas un numéro comme tout le monde à Ponyville, mais on n'a pas tous les jours un griffon sous le sabot. J'aurais dû lui demander d'où elle venait, pour que je puisse en trouver d'autres, mais j'ai oublié. Je t'avouerai bien, par contre, qu'elle s'est sacrément débattue. Elle a tenu un long moment, je me suis bien amusé. Quelle chance de pouvoir jouer avec quelqu'un qui n'était pas un poney.
J'ai pu essayer plein de trucs nouveaux. C'est dommage qu'elle ait eu une langue si acérée. Elle disait tellement de choses méchantes que j'ai dû lui couper. Tu sais, Rainbow Dash, un méchant langage trahit une méchante personne. Dash n'avait rien à rajouter. Elle se contenta de sangloter et de tendre ses liens une fois encore. Bon, dit Pinky avec un air de finalité. Assez de rétrospection, c'est l'heure de commencer. Posant le crâne de Gilda, le poney rose attrapa un scalpel dans la fourche de ses sabots et s'approcha du flanc droit de Dash. Sans autre figure de style, Pinky planta la lame à environ 1 pouce de la cutis marks et commença à faire une coupe circulaire autour. Dash hurla de douleur et essaya désespérément de se détacher, mais les sangles la tenaient fermement. Achevant l'incision, Pinky attrapa un couteau à dépecer sur le plateau. Fronçant ses sourcils de concentration, elle le fit glisser sous la peau de Dash et détacha le cuir du muscle. Dash serra les dents alors qu'elle regardait, les yeux pleins de larmes, sa chair se défaire. Puis, Pinky se déplaça vers l'autre côté et répéta le processus sur le flanc gauche. Une fois qu'elle est finie, Pinky leva les 2 cutis marks devant son ami et commença à les secouer comme des pompons. Dash se contenta de gémir. Ses cuisses la brûlaient comme jamais elle ne l'avait brûlé. Posant les morceaux de peau, Pinky sélectionna un large couteau de boucher et se plaça derrière la Pegasus Azure. « J'espère que ça ne te dérange pas, mais je crois que tes ailes sont prêtes à voler de leurs propres ailes, » rit Pinky. Elle attrapa l'aile droite de Dash et joua avec pendant quelques secondes, la tirant en arrière de telle sorte que la douleur aiguë fasse ressurgir le feu sur ses flancs. Puis, déployant l'aile, Pinky planta la lame à sa base. Instantanément, Dash hurla et secoua son appendice. Le mouvement repoussa Pinky et la fit manquer sa cible. Elle essaya de toucher la marque une fois encore, mais la rata, et traça une large entaille sur le dos de Dash. « Dash, tu n'arrêtes pas de bouger, je n'arrive pas à viser !» gronda Pinky alors que son ami hurlait. Pinky donna un autre coup et toucha sa cible. Elle frappa, encore et encore. Du sang gilait dans les airs, mais Pinky réalisa que ça ne la menait nulle part. La lame n'arrivait pas à entamer l'os. Je pense que j'ai oublié de l'affûter. Je vais essayer quelque chose d'autre, constata Pinky d'un ton détaché, tandis qu'elle balançait le couteau par-dessus son épaule, plantant la lame dans la table. À travers le voile de la douleur et des larmes, Dash entendit le son d'une boîte métallique s'ouvrir et se refermer. « Je l'ai !» dit Dash. « Tu sais pourquoi ils appellent ça une scie à métaux? Ça ne coupe pas que les métaux, ça coupe tout. Je comprends pas. » Pinky plaça l'outil sur la chair déchiquetée par le dernier essai. Se tenant debout sur ses jambes arrière, elle commença à scier avec ses pattes avant. La lame glissa sans aucune résistance à travers la peau et l'os. La sensation de dents irrégulières qui mordaient sa chair donnèrent la nausée à Dash. Elle regarda, paralysée, son aile se détacher et atterrir dans un bruit mou sur la table. Pinky se déplaça vers l'autre aile et commença à scier. Dash ne se débattit même pas cette fois. Elle avait cessé d'essayer de se battre et se concentrait à la place à ravaler ses sanglots et cris d'agonie. Soudain, le sciage s'interrompit. Pinky n'en était qu'à mi-chemin, l'aile retenue uniquement par une lamelle. « Hey Dash, réflexe !» Tout à coup, Pinky tira brusquement sur l'aile aussi fort qu'elle le pouvait. L'os céda, mais la peau du poney bleu tint bon, avant de se déchirer. La traction arracha une longue bande de chair tout le long du dos de Dash jusqu'à sa croupe. Son corps se cabra face au traumatisme inattendu. Alors que son pelvis se contractait, Dash sentit un écoulement chaud le long de ses jambes, et sa longue, infinie mélodie d'agonie emplit la salle. Incapable de reprendre son souffle, elle s'évanouit. Dash se réveilla en sursaut. L'odeur de son urine attaquait ses naseaux remplis de mucus. Tandis que sa vision se balançait vers la mise au point, elle vit une Pinkie Pie très boudeuse retirer une large seringue d'adrénaline de son torse. Frappant le sol de ses sabots, la Pinkie frustrée fustigea sa victime impuissante. « Personne ne t'a jamais enseigné les bonnes manières. C'est très impoli de s'endormir lorsque quelqu'un vous invite à passer du bon temps avec lui. Qu'est-ce que tu dirais si je venais chez toi et me mettais à dormir? Oh, je suis désolé Dash, tu es tellement ennuyante que je crois que je vais faire la sieste. Tu crois vraiment que ça m'amuse de devoir faire ça toute seule? Je t'ai dit à quel point j'étais excité quand je me suis rendu compte que tu étais la suivante. J'étais si excité d'avoir un ami avec moi pendant que je travaillais. Mais non, il a fallu que tu sois si inconsidérée. Tu sais, je pensais que tu étais résistante. Je pensais que tu pourrais supporter n'importe quoi. J'ai déjà vu des poulains être plus résistants que toi. Est-ce que je dois te dorloter comme un bébé? Hein? C'est comme ça que tu veux que je me souvienne de toi? Comme un bébé? Tandis que Pinky s'arrêtait pour reprendre son souffle,
Dash cligna des yeux et sanglota doucement. Son dos était à l'agonie. Les côtés étaient en feu. Il y avait une douleur intense dans une de ses jambes. Tandis qu'elle clignait des yeux encore une fois, elle vit Pinky fourrer quelque chose de rouge dans sa bouche et commencer à le mâcher. Remarquant le regard de Dash, Pinky se hâta d'avaler le morceau. « Quoi ? Oh ça !» Elle attrapait un autre bout. « Eh bien, pendant que tu étais endormi, j'ai perdu ma patience et je me suis fait un petit échantillon. Je l'ai pris de ta jambe et t'as pas mauvais goût. T'en veux ?» Sans attendre une réponse, Pinky enfonça le morceau de viande dans la gueule du Pégasus révolté. Dash la recracha aussitôt. Pinky fronça les sourcils et ramassa le bout de chair. « Si t'en voulais pas, il suffisait de me le dire !» Elle contempla le morceau et l'enfourna d'un seul coup. « C'est pas comme si tu n'avais jamais mangé de mes cupcakes auparavant. » L'avalant, Pinky tourna son attention vers un petit récipient sur le chariot. Elle ôta le couvercle, révélant des charbons ardents. Sur le dessus étaient posés plusieurs larges clous. Tandis que l'adrénaline remplissait ses veines, Dash commença à paniquer à nouveau. Attrapant la boîte, Pinky marcha jusqu'au côté gauche de Dash. Tenant des pinces entre ses dents, Pinky saisit un clou, avec prudence, et les positionna à la jonction entre le sabot et la jambe avant de sa victime. Puis, elle attrapa un marteau, et visa avec précaution. « Non, Pinky, non, non !» Le marteau retomba, et le clou transperça la peau de Dash. La brûlure du fer à blanc était simplement trop. Dash hurla, tandis qu'elle se débattait, et se jetait contre les entraves, faisant sa peau à vif se déchirer et se détacher. Pinky tentait d'aligner un autre clou, mais ne parvint pas à viser. Elle poussa un grognement frustré. Lorsque Pinky releva le marteau pour frapper au jugé, Dash éclata en sanglots et supplia. « Je t'en supplie, arrête, arrête, s'il te plaît, arrête !» Pinky roula des yeux, posant le marteau et les pinces, et se plaça en face de son ami, et fixa pensivement la Pégasus brisée. Gilda n'avait même pas crié autant lorsqu'elle avait eu un parasprite vivant enfoncé dans sa gorge. Pinky réfléchit pendant une minute à ce qu'elle allait faire par la suite, puis eut soudain une étincelle d'inspiration. Tournant une roue sur le billot, Pinky allongea Dash sur le dos, puis se déplaça vers les jambes arrière de Dash, emmenant le récipient avec elle. Attrapant ses outils, elle planta une pique de métal brûlant directement dans le dessous du sabot de Dash, tandis qu'elle hurlait de douleur. Pinky fit le tour et planta un second clou dans l'autre sabot. Puis, Pinky retourna à son chariot et en sortit une énorme batterie et un contrôleur qu'elle traîna jusqu'à son établi de travail. Elle accrocha les fils de cuivre entre les terminales et les clous plantés dans les sabots de Dash, puis lui donna un clin d'œil et poussa un bouton. L'électricité rugit en traversant le corps de Dash. Le poney azur réagit instantanément. Son corps se cabra et ses muscles claquèrent en se tendant. Les hanches de Dash décollèrent vers le plafond, ses yeux se révulsèrent, et elle poussa un profond cri déchirant. Pinky gloussa et dansa sur place, puis augmenta l'intensité du courant. Dash convulsait de manière incontrôlable, et sa vessie se vida une fois de plus. Après environ 5 minutes, Pinky coupa le courant. Les volutes de vapeur s'élevaient de la fourrure brûlée autour des sabots de Dash. Et l'endroit empestait la viande cuite et l'émail brûlé. Pinky retourna Dash une fois encore et tenta de ramener le poney délirant et bavant à la réalité. « Dash, Dash, Rainbow Dash, réveille-toi !» Dash gémit et réussit à donner un faible signe de vie. Pinky étudia son œuvre, puis ouvrit son sac de médecin et en sortit une large seringue. « Très bien, c'est l'heure du dernier round. » L'attention de Dash se concentra confusément sur l'aiguille, ce que Pinky prit comme une question informulée. « C'est un petit quelque chose pour ôter la douleur ?» Pinky informa Dash, tandis qu'elle s'approchait du dos ruiné de sa victime. Dash flancha lorsque Pinky planta l'aiguille dans la partie inférieure de la colonne vertébrale du poney bleu. Se déplaçant en face de son ami une fois encore, Pinky se pencha et développa. « Dans quelques minutes, tu ne sentiras plus rien en dessous de ta cage thoracique. Comme ça, tu pourras rester conscient pour voir le découpage. » Dash recommença à pleurer. « Pinky, dit-elle dans un sanglot. « Ouais, je veux rentrer chez moi. » « Ouais, je peux comprendre ça. Parfois, je voudrais simplement m'arrêter, juste dire « J'en ai fini de ces trucs » et retourner me coucher. Mais tu sais quoi? On ne peut pas échapper à ses responsabilités. Tu dois prendre sur toi et affronter les difficultés la tête haute. Il n'y a que comme ça que tu avanceras dans la vie. Dash secoua la tête et pleura. Les minutes passèrent tandis que la drogue commençait à prendre effet. Finalement, Dash fut complètement insensible, de son torse à ses flancs. À ce moment-là, Pinky s'approcha avec un scalpel. Souriante,
Elle jeta un œil à Dash et fit une longue entaille horizontale au travers du pelvis du Pegasus jusqu'au-dessus de son entrejambe. Se déplaçant plus haut sur le corps de Dash, Pinky fit une incision similaire au niveau de ses côtes. Finalement, elle fit une longue coupe verticale le long du ventre de Dash, rejoignant les deux premières. « On dirait que je viens de mettre les points sur les i !» gloussa Pinkie Pie. Avec un bruit humide et gluant, les pans de peau s'ouvrirent. La vue de ses propres organes et l'absence totale de sensation entraîna une accélération du rythme respiratoire de Dash. Pinky ouvrit délicatement le sac abdominal de Dash et l'ôta, puis attrapa son intestin grêle. Alors qu'elle séparait l'organe du reste du système digestif, elle le sortait de la nouvelle cavité. Pinky devint plus joviale, riante, tandis qu'elle charcutait son ami. Pinky commença à faire des blagues. Dash, sentant de plus en plus faible à cause de la nouvelle source d'hémorragie, essaya désespérément de se couper de la comédie macabre. « Regarde, je suis Rarity !» rit Pinky en roulant l'intestin autour de son cou et envoyant du sang dans toutes les directions. « Cette nouvelle écharpe est magnifique, n'est-ce pas ?» Replongeant à l'intérieur, elle glissa le petit intestin à l'extérieur. Le vidant de ses excréments, Pinky passa l'organe gluant entre ses dents et le tira d'avant en arrière. « Les dentistes disent qu'il faut se brosser les dents tous les jours, Dash !» Dash n'était plus que vaguement consciente de ce qui se passait. Le choc la faisait glisser, lentement mais sûrement. Déçu, Pinky replongea dans ses entrailles et retourna à sa routine. Pinky commença à extraire ce qui restait des organes de Dash, s'arrêtant après chaque extraction. « Je sais que rien ne t'avait préparé à un intestin pareil, mais fais contre mauvaise fortune, mon cœur, et ramasse ton estomac et tes tripes. Mais si tu ne mets pas du tien, nous ne pourrons pas faire des trucs plus marrants par la suite. Ces blagues sont de pire en pire, tu ne trouves pas ? Pourtant, je les ai faites en toute bonne foi. » Pinky plaça les morceaux détachés dans un seau, gardant les derniers un peu plus longtemps. « Oh, une cornemuse !» dit-elle en plaçant l'extrémité de l'œsophage de Dash dans sa bouche et l'estomac sous ses aisselles. Elle le pressa et un jet d'acide toucha sa langue. « Hé Oh, regarde, y a ton cupcake, Dash !» Dash n'entendit pas sa persécutrice. Elle avait perdu connaissance plusieurs minutes auparavant. Pinky, encore insatisfaite, envoya une nouvelle dose d'adrénaline à Dash. Elle se réveilla pour la dernière fois, son cœur battant la chamade. Du sang chaud coulait à flot depuis le trou de son torse, dans de grandes giclées. Elle n'en avait plus pour longtemps. Pinky tourna Dash sur son dos une fois encore et enfourcha le torse du poney bleu, scalpel prêt à l'emploi. « T'sais, Rainbow Dash, je suis déçu. J'aurais pensé que tu aurais duré plus longtemps. Je voulais vraiment passer plus de temps avec toi avant d'en arriver là. Mais je pense que c'est ma faute. J'aurais dû aller plus doucement. Enfin bon, j'ai été ravi de faire ta connaissance, Dash. » La lame s'enfonça dans la gorge bleue et remonta jusqu'à la joue de Dash. Redescendant, le scalpel de Pinky fit ensuite le tour de son cou. La dernière chose que sentit Rainbow Dash fut sa peau être arrachée de son crâne et le métal de la lame ripé sur ses dents. Puis, elle fut partie. Pinkie Pie s'admira dans le miroir. Elle avait vraiment fait un bon travail, conservant même les paupières. Elle cligna des yeux et Dash fit de même. Pinky sourit. Mais quand même, elle était triste que son ami soit maintenant parti. Dash n'avait duré que 50 minutes, beaucoup moins que ce que Pinky avait espéré. Elle jeta un œil vers le cadavre pendant, au milieu de la pièce, ce qui restait des fluides corporels de son ami, coulant dans une bassine. Ouais. Rainbow Dash, c'était fini. Tandis qu'elle regardait, Pinky pencha la tête. Elle réalisa qu'il n'y avait en définitive pas trop de dégâts sur le cadavre. En fait, le poney songea, et une idée explosa dans sa tête. Elle était douée en couture, et elle avait toutes les pièces. Tout ce qu'elle avait à faire était de les remettre ensemble. Ouais, il lui suffisait de mettre quelques rembourrages et bingo, elle aurait sa Rainbow Dash pour l'éternité. En fait, c'était ce qu'elle ferait pour tous ses meilleurs amis lorsque leur numéro sortirait. Elle était si excitée qu'elle se précipita près du cadavre avec son couteau à dépecer. Les cupcakes pouvaient attendre. Pinkie Pie avait une amie à faire. Maman est partie. Elle nous a laissés, Melissa, ma petite sœur et moi, dans cet endroit bizarre. Je vois rien avec cette bougie. Et j'ai peur. J'entends Lisa chantonner, pour me rassurer sans doute. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai été réveillé en pleine nuit par maman. Elle pleurait. Elle disait qu'elle était revenue. Mais qui ça ? Lisa chante de plus en plus fort, finissant chaque couplet avec un gloussement. Elle est sans doute nerveuse. La pluie frappe le toit très fort et les éclairs me font peur. Je serre Lisa contre moi,
tandis qu'elle chante encore. J'ai peur. Des bruits se font entendre dans la pièce à côté. Est-ce que c'est le bois qui craque? Je ne sais même pas de quoi sont faites ces pièces. Pitié, faites que maman rentre. Je vois des choses bouger sur le mur d'en face. J'espère que c'est juste des insectes, même si j'en ai peur. Lisa prend mes mains et les serre fort. Je ne peux plus bouger. Bah, je n'en ai pas envie de toute façon. Je viens de voir un homme passer. Il était tout noir, plongé dans l'obscurité. Lisa ne me répond pas, mais je suis sûr qu'elle l'a vu aussi. Maman, rentre, je t'en supplie. Tiens, j'ai entendu un bruit de porte grinçante à côté. Est-ce que c'est maman? Je tente de l'appeler, mais j'ai une sensation étrange dans ma gorge. Lisa est toujours près de moi. Je crois qu'elle me serre de plus en plus fort. Je vais finir par étouffer si ça continue. Je tente de la repousser. Elle continue de me serrer. Encore plus fort. Elle me chuchote juste. Souviens-toi. Me souvenir de quoi? Soudain, je le vois. Son visage. Un liquide noir s'échappe de ses orbites. Je la vois s'arracher les lèvres avec les dents, et à mesure que son Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi revient, la chair de ses joues fond. Je me souviens, ma sœur est morte il y a 3 mois. Ma tâche ici est finie. J'ai vu cet enfant mourir d'une manière si horrible, mais à mon grand malheur, je ne peux y échapper. J'ai vu ses dernières pensées, tel le voyeur que je suis, condamné à être, et à mesure que sa terreur résonnait en moi, le livre s'en nourrissait. Peut-être que le livre me libérera un jour, mais la mort m'appelle en un autre lieu. Tiens, il pleut. C'est étrange pour un jour de juillet. Je vois déjà les petits vieux clamer de leur voix usée. Ah, y a plus de saison. J'esquisse un sourire. Ça faisait longtemps. Mes yeux encore rouges et gonflés contemplent les gouttes qui viennent frapper la fenêtre. Il fait vraiment sombre dehors. Je ne me suis pas rendu compte que le temps avait passé si vite. Je me lève de mon lit pour aller reprendre un verre dans la cuisine. Je n'entends plus les grincements des escaliers, avec le bruit des tuiles frappées par la pluie. C'est assourdissant, il fait froid. Toutes les lumières sont éteintes en bas, et c'est en avançant à tâtons que j'atteins l'interrupteur. La maison est calme quand elle n'est pas là. Je retiens mes larmes, reniflant bruyamment, bien malgré moi. Je remarque que la toile cirée est sur la table, comme d'habitude, mais qu'une tache sombre est en son centre. Je ne me demande pas quelle en est la cause, je n'ai pas la tête à ça. J'attrape une bouteille sur l'étagère et je remplis mon verre. Je sais que j'aurai fini la bouteille dans moins d'1 heure. Il faudra que je descende à la cave pour en chercher une nouvelle. Mon verre rempli, je prends une gorgée. Je me sens réchauffé. J'entame mon parcours vers les escaliers. Arrivé à la 5e marche, mon verre tombe de mes mains. Je viens de voir une ombre passer dans le couloir. Non, c'est juste mon imagination, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois que j'ai des visions comme celle-ci. Et je devrais m'étonner de ne pas en avoir plus après une après-midi passée à boire. Il faudrait que je nettoie les bouts de verre, mais je n'en ai ni la force, ni l'envie. Elle me reprochait souvent ma paresse, avant que... Je fonds en larmes, à genoux dans les escaliers. Tout est de ma faute. Mes sanglots ne couvrent même pas le bruit de la pluie, toujours persistante. Après une 20aine de minutes, je me relève, concentré sur le son régulier des gouttes sur la tuile et les fenêtres. Et j'ai eu de la chance de ne pas m'entailler les genoux. J'enjambe le verre cassé. Je dois dormir. Je suis dans mon lit, encore habillé. Le bois travaille dans le couloir et je me concentre sur le clapotis de la pluie. J'entends le vent dans les branches du bouleau dehors, semblable à une multitude de murmures inaudibles. J'aimerais comprendre ce qu'ils disent. J'aimerais comprendre ce qu'elle m'avait dit. J'arrive finalement à m'endormir, entendant malgré tout les murmures du vent. Viennent-ils vraiment du vent? Ils résonnent dans ma tête, toujours incompréhensible, et son image s'impose à moi. Un visage délicat, des cheveux, d'une clarté incroyable, reposant sur son front comme la plus éclatante des couronnes. Puis, son image s'évanouit pour laisser place à une vision d'horreur. Des flammes, des cris, et surtout du sang. Je me réveille subitement en sueur. Un cri vient de retentir dans la maison.
Pas un cri de rage, ni de détresse. Un cri de désespoir, pur et terrifiant. Je sors de mon lit en vitesse, je veux la sauver. Mais arrivé à la porte, je m'en rends compte. Il est trop tard. J'ai laissé passer ma chance. Ce cri n'était sans doute qu'un écho de ma mémoire, mais il semblait si réel. Je décide de prendre un verre d'eau pour me détendre. La pluie est là, assourdissante. Je prends les escaliers, lentement, prudemment. Je trébuche, mes pieds quittent la marche qui me soutenait. Ma tête frappe une marche plus bas, je roule lamentablement jusqu'en bas des escaliers. Quelque chose vient de me pousser. Mes cheveux sont poisseux, je crache du sang, et je la vois. L'ombre, en haut des escaliers. Elle se tient là, me regarde, se moque de moi. Je ne distingue de sa tête que des yeux brillants d'un éclat surnaturel me fixant. Sonné et furieux, j'arrache de sa prise une lampe à côté de moi, et me précipite sur le monstre. Mais il disparaît devant moi, et pris dans mon élan, je me frappe la tête sur le mur derrière lui. Son rire résonne dans la maison, tandis que ma vue s'assombrit. Je distingue les portes qui claquent au rythme du rire moqueur. Le mur du fond du couloir se rapproche dangereusement. Je suis terrifié. Mes yeux sont baignés de larmes, et j'entends une percussion régulière dans ma tête encore douloureuse. Ce rire résonne toujours dans mon être, et la pluie l'accompagne. Je ne veux pas qu'il se moque de moi. Je ne veux plus qu'il se moque de moi. J'ai tenté de la sauver. Je n'ai rien pu faire de plus. J'ai toujours été faible, et seul. Je veux que ça cesse, que les rires s'arrêtent, mais ils redoublent d'intensité. Je parviens à me remettre sur mes jambes, la vue obstruée par les larmes. Je cours vers les escaliers, tombant presque, et mes larmes se changent en sang. Elles me brûlent les yeux et l'âme. Je ferme les yeux, priant pour que tout s'arrête, priant pour que ça ne soit jamais arrivé. Je m'agenouille sur le sol, criant et suppliant le monde de me libérer. Je sens des gouttes d'eau sur ma nuque. J'ouvre les yeux, lentement, sanglotant. La maison n'est plus là. L'ombre n'est plus là. Les rires ne sont plus là. Je suis seul, sous la pluie. J'ai froid. J'ai si froid. Le livre a tourmenté cet homme comme s'il avait une rancune particulière contre lui. Le livre déteste la lâcheté, et plus que tout, les regrets. L'histoire de cet homme s'inscrit dans le sang, lettre après lettre, page après page, cri après cri. Je suis le livre dans les ombres désormais, et m'assure que son rôle soit assuré. En effet, quel genre de livre n'a pas d'histoire à raconter? L'école vient de se terminer. Je n'arrive pas à me faire des amis du tout. Les autres enfants sont effrayés par moi parce que je n'ai pas de parents. J'essuie une larme sur ma joue. Je n'ai pas à pleurer. Je ne suis pas la plus malheureuse. Je suis égoïste. Je marche jusqu'à l'orphelinat où j'habite. Personne ne veut d'une petite fille comme moi. Je suis trop grande et trop laide pour les adultes. Et je commence à les comprendre. Ils préfèrent tous un bébé qu'ils pourront façonner à leur image, tandis que mon caractère est tout tracé, et que je n'aimerai jamais personne comme mes vrais parents. Je ne les ai jamais rencontrés, mais je sais que je peux les aimer, malgré ce qu'ils m'ont fait. Je suis plongé dans mes pensées, puis quelque chose m'interpelle. Il n'y a aucun bruit. Cette rue est pourtant très animée d'habitude, mais ici le silence est complet. Même les feuilles brunies ont arrêté de tomber des arbres. Je ne comprends pas. Je marche dans la rue toute silencieuse, et mes pas résonnent. Je chantonne pour me rassurer, mais ça ne marche pas. Ce silence est vraiment inquiétant. J'ai l'impression d'être surveillé. Il me semble entendre des chuchotements derrière moi, mais je ne sens pas d'air. Je frappe du pied par terre pendant que je marche pour essayer de combler le silence par un bruit, n'importe lequel. Mais l'air est lourd, et je me sens étouffé à mesure que j'avance. J'ai peur, mais je ne comprends pas pourquoi. Le décor est familier pourtant. Je me sens ailleurs. Une voiture. J'entends un moteur derrière moi. Je me retourne pour apercevoir une voiture noire, assez normale. Je me sens rassuré. Arrivé à mon niveau, la voiture s'arrête et la fenêtre se baisse. Le visage de l'homme qui la conduit me rappelle quelque chose. Il m'adresse la parole, criant presque. « Hé, tu es bien Sophie? L'orphelinat m'a demandé de venir te chercher. » Je ne sais pas quoi répondre. Je sais que l'orphelinat envoie quelquefois une voiture pour chercher les élèves, mais ils ne le font en général qu'en cas d'urgence.
M'aurait-il trouvé des parents d'adoption? Cette idée me réjouit, et j'ouvre la portière arrière de la voiture. J'ai l'impression de nager dans le bonheur. Mais une fois installé sur la banquette en cuir, rien n'est pareil. Les fenêtres que je croyais teintées sont en fait opaques. Il y a une autre de ces fenêtres entre le chauffeur et moi. Je suis dans le noir complet. J'essaie de parler au chauffeur pour au moins me rassurer. Mais mes paroles se perdent dans le silence. Un silence du même genre que celui de tout à l'heure. Je sens une main saisir ma cheville. J'essaye de bouger la jambe sans rien voir, mais mes muscles sont engourdis par la force de cette prise. Je crie, je hurle pour que le chauffeur me vienne en aide. Mais il n'y a autour de moi que le silence, et rien de plus. Tous mes membres sont attrapés avec force par des choses semblables. Je ne distingue absolument rien. Je crie toujours, mes poumons brûlent. Je ne sens plus ma main. J'ai l'impression que mon sang se vide sur la banquette en cuir, tandis que les mains, que je ne vois pas, m'écartèlent. Sous mes cris, j'entends mes rotules craquer sèchement, tandis qu'une bouffée de chaleur se propage dans tout mon corps pour laisser place à la souffrance. Je m'évanouis. À mon réveil, je suis sur un chemin de campagne. Quel paysage affreux. Des arbres morts sont disséminés tout autour de moi. Sur le sol boueux sont placés quelques brins d'herbe flétris. Je suis écrasé au sol par mon poids et par le silence. Je baigne dans mon sang. Et puis je les vois. Un jeune couple, sur ce petit chemin. Je sais, je sens que ce sont mes parents. Ils rient joyeusement, perçant le silence par leur éclat de rire. Ils se moquent de moi, tandis qu'ils partent, riant sur ce petit chemin. J'essaie de crier pour qu'ils me viennent en aide, mais je suis étouffé par le silence. Je n'aurai l'aide de personne. J'ai mal. Voici l'histoire que le livre vous a choisie. Vous avez eu l'impétuosité de venir contempler ces pages. Il ne vous pardonnera pas. Il vous traquera. Il attendra que vous soyez seul. Il se moque de vous. Vous avez gâché les années de vie qu'il vous restait. Fuyez. Ne vous retournez pas. Tentez de vous cacher, vous n'y parviendrez pas. Votre mort sera douloureuse et votre après-vie effroyable. Adieu. Je ne veux pas mourir. Ma femme est partie. Elle me manque. Je suis sur sa tombe et je n'arrive même plus à pleurer. Tous mes amis appartiennent maintenant au passé et je suis seul. Il fait beau aujourd'hui. Il y a quelques feuilles brunes sur le sol. Elle aimait bien l'automne. Elle serait contente d'être là. J'espère qu'elle peut me voir de là où elle est. Je ne suis plus tout jeune. Le fait que j'ai toute ma tête est à la fois une bénédiction et une malédiction. Je m'appuie sur ma canne, je tente de me relever. Je tombe. J'ai l'air stupide, je me plains de ma solitude, mais je refuse tout de même de mourir. Ce monde autour de moi est bien trop beau, mais il change trop vite. Je suis perdu, et je contemple malgré tout. C'est ridicule. Après de nombreux essais, j'arrive à me relever. J'ai mal. Je me souviens de ma jeunesse. J'étais le coureur le plus rapide du quartier. On s'amusait bien. Il nous suffisait d'une boîte de conserve pour passer des heures ensemble. C'est là que je l'avais rencontrée. Elle était déjà très belle. Le temps est passé. J'ai réussi à garder le contact avec mes amis, mais ils sont tous partis. Ils ont demandé à être enterrés dans ce cimetière, construit sur le terrain vague sur lequel on jouait quand on était petit. Ils sont enterrés à côté d'elle. Je vais les voir. Je me souviens si bien d'eux. Les seules choses que le temps ne m'ait pas prises sont mes souvenirs. Et ils me font mal. C'en est assez pour aujourd'hui. Je décide de retourner chez moi à pied. Je suis projeté au sol. Quelque chose vient de me frapper. Je tente de me retourner pour voir ce qui est derrière moi. Il n'y a personne. J'ai mal. Le paysage a changé. Le ciel est gris. Le sol est boueux. Toutes les tombes ont disparu. Non, celles de ma femme et de mes amis sont encore là. Où est le cimetière? Je suis dans le terrain vague de mon enfance. Ces petites barrières en bois. Je me souviens que l'on sautait par-dessus. Mais pourquoi suis-je ici? Je tente de me relever. La peur s'ajoute à la douleur de l'effort, et je n'y parviens pas. Je les vois. Ces enfants joyeux, souriants. Ils donnent des coups de pied sur la pierre tombale de ma femme. J'essaye de crier, de les arrêter. Mais il n'y en a qu'un qui s'arrête pour me regarder. Avec un air de mépris. Un petit garçon un peu rond, aux joues bien rouges, et aux fossettes prononcées. Serait-ce moi? Je reconnais tour à tour chacun des enfants. Toute notre petite bande. Ils piétinent les tombes.
mais il manque quelqu'un parmi eux. La petite fille timide et pâle. Ma femme, où est-elle? Je l'aperçois, dans une mare de sang, derrière les enfants. Une petite fille, nue, couverte d'échymoses. Ses yeux vitreux sont tournés dans ma direction. Et puis, les enfants s'arrêtent. Ils me regardent d'un air mauvais. Mon jeune moi me crache alors dessus, tandis que les autres enfants se ruent vers moi pour me rouer de coups. Ils hurlent des insultes affreuses, arrachent mes vêtements, me donnent des coups de pied, me frappent de leurs poings. Je crie, je tente de les arrêter, mais ma voix usée ne couvre même pas le plus faible de leurs cris. J'ai mal, je sens mon dos craquer sous les coups. Du sang sort de ma bouche et de mon nez. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de voir les souffrances qu'ils ont causées à cette pauvre enfant innocente. Les coups redoublent d'intensité. Je tente de me raccrocher à la vie une dernière fois. Un craquement. Tous mes muscles se relâchent. Je meurs. Où sont les étoiles? Où sont les gens que j'ai aimés? Je suis dans l'obscurité. J'ai peur. Je ne veux pas mourir. Le livre se délecte des pensées de ce vieil homme. Mais il y a une chose qui me dérange. Un détail cruel qui m'emplit de dégoût. Je pensais jusqu'alors que le livre faisait ce qu'il était censé faire et rien de plus. Qu'il n'était pas capable d'avoir des émotions. Mais je me trompais. Cette voix résonne dans mes pensées. Un son au rythme irrégulier, sans signification apparente. Le livre rit. Je rentre du travail, encore une journée affreuse. Mes collègues se moquent de moi, et je ne peux rien leur dire. Je suis obèse, et ils ne cessent jamais de me le faire remarquer. Les docteurs me disent que je suis devenu gros à cause de la mort de ma mère. Je sais que c'est faux. Je suis juste un gros tas. Je ne pense qu'à manger. Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai aucune volonté, aucune ambition. Je subis, et j'attends que ça passe tout seul. Je suis pitoyable. Toutes les nuits je rêve que je vole, que je suis léger comme l'air. Mais je me réveille à chaque fois, et je vois que mes plumes ne sont que de la graisse, informe, répugnante. J'ouvre la porte de mon immeuble. C'est vrai qu'il est tard, personne n'est réveillé. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. Le bouton ne s'allume pas. Oh non. Je me dirige vers les escaliers. Je n'ai qu'un étage à monter, et pourtant, je devrais me traîner par terre comme un porc. Je suis un porc. Essayant de cacher mes larmes, je commence à monter les escaliers, doucement, prudemment. Je suis essoufflé. J'arrive finalement à mon appartement. Tout est calme. Personne pour rire de moi. Juste le silence. Je m'installe sur mon canapé. Il est dégueulasse. Tout mon appartement est dégueulasse. Tiens, la lumière du couloir vient de s'éteindre. Mais pourquoi? Je me relève péniblement pour aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme s'avance vers moi, dans le couloir. Il porte un masque de hibou, et il est nu. Il est squelettique. Je tente de lui parler, de lui demander ce qu'il fait là. Mais je n'arrive pas à dire un mot. Le silence est pesant, et je vois cet homme avancer vers moi, sans rien pouvoir faire. J'ai peur. L'homme tend les bras, m'attrape, et il a une force colossale. Je tente de me débattre, rien n'y fait. Il s'avance doucement vers le balcon, ouvre la fenêtre. Il me soulève par-dessus le rebord, et me jette dans le vide. J'ai envie de crier, je ne peux rien faire. L'homme se penche pour me regarder tomber. J'ai une douleur atroce dans le ventre. Une plume vient de sortir d'entre mes bourrelets. Puis une autre. Je suis encore en train de tomber, je ne vois pas le sol. Tout est noir autour de moi. Il y a de plus en plus de plumes, et leur sortie me fait extrêmement mal. Elles me brûlent. Je pleure dans ma chute, et je ne supporte plus la douleur. Mes larmes tombent, et disparaissent dans l'obscurité. Je veux que tout ça s'arrête. Le sol, je le vois, il est prêt, se rapproche vite. J'y arrive enfin, et je ne ressens plus rien. Ma chute a été amortie par quelque chose. Il n'y a plus de plumes, plus de douleur. Ils forment un cercle autour de moi. Des hommes, avec des masques de hibou. Ils m'attendent. Je veux bouger, m'enfuir, mais je ne peux rien faire. Je suis immobilisé. Ils se ruent sur moi, me déchirent la peau. J'arrive enfin à crier, mais personne ne m'entend. Je vois un liquide jaunâtre se mêler à mon sang sur le sol. Ces hommes le lèchent, s'en délectent. Je me vomis dessus. Je veux que tout ça ne soit qu'un cauchemar. Je veux me réveiller. Et puis, les hommes partent.
Je suis seul, allongé sur ce sol froid. Mes tripes sont apparentes et je baigne dans une mare répugnante de graisse et de sang. Mais je n'ai plus de graisse. Je suis enfin normal. J'ai mal. Le livre aspire les pensées de cet homme comme à son habitude. Je suis incapable de dire si le livre le maintient en vie, ou s'il s'accroche encore à la vie un dernier instant. Il n'entend plus les moqueries du monde extérieur, juste les échos de ses cris. Il est dans notre monde maintenant. Je suis fan de Bob l'éponge depuis que je suis tout petit. Les aventures aquatiques de cette petite créature jaune et de son ami Patrick l'étoile de mer m'ont toujours fait mourir de rire. Et maintenant que j'ai grandi et mûri, je continue d'aimer ce dessin animé, percevant encore plus tout son côté burlesque que quand j'étais enfant. L'autre jour, alors que je surfais sur internet, une publicité clandestine s'ouvrit. Je n'eus même pas le temps de la fermer que le sourire joyeux et un peu niais de Bob l'éponge était déjà apparu sur mon écran. La pub disait « Cette nuit à 3h15 sur Nickelodeon, découvrez un épisode inédit qui répondra à une question que vous vous êtes déjà forcément posée et dont Stephen Hillenburg lui-même ne connaît pas la réponse. Diffusion unique, ne ratez pas cette chance. » Cette annonce attisa ma curiosité. D'habitude, je ne crois jamais les publicités sur internet comme celles qui vendent les miracles d'une crème qui vous fait perdre 30 kilos en 3 jours. Mais là, je n'avais pas à cliquer sur un lien pour qu'on me soutire de l'argent. On n'aurait pas dit une arnaque. Et puis, ça aurait vraiment été un drôle d'attrape-nigo. À quoi bon se servir de Bob l'éponge? Ceci dit, au moins 3 choses m'avaient interloqué dans cette publicité. Une diffusion unique. Ce n'était pas vraiment le genre d'une chaîne à multiples rediffusions telles que Nickelodeon. Ensuite, quel pouvait bien être l'intérêt de diffuser un épisode d'une série pour enfants au beau milieu de la nuit, et à un horaire si particulier? Et enfin, le créateur de la série ne connaîtrait pas la fameuse révélation qui allait apparaître dans l'épisode de ce soir, dans un épisode de sa propre confection. C'était absurde. La tête pleine de questions sans réponse, je décidai de prendre quelques cafés pour tenir le coup, et à 3h du matin, je me postais devant mon téléviseur, surveillant ma montre toutes les 20 secondes. Sans savoir pourquoi, j'étais de plus en plus angoissé au fur et à mesure que nous nous approchions de l'heure fatidique. Peut-être parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette publicité n'était qu'une vulgaire arnaque et que j'allais finir par me coucher bredouille. À 3h13 précise, l'épisode commença, sans générique. Je suis habitué à chantonner cette hymne à la gloire de Bob l'éponge à chaque commencement d'épisode, et cette absence m'apparut comme un grand vide. Je me demandais la raison de cette omission. Était-elle volontaire? Le titre de l'épisode était affiché sur l'écran avec cette petite musique hawaïenne, caractéristique du cartoon. La fabrication des pâtés de crabe. Alors c'était ça la révélation. Comment sont fabriqués les pâtés de crabe? Quelle arnaque! Tout le monde sait qu'ils sont fabriqués comme n'importe quel hamburger sur Terre. Enfin, cette pub n'avait pas totalement menti. C'était bel et bien un épisode inédit. L'épisode commença avec Bob qui ronflait dans son lit. Son réveil sonna dans un vacarme assourdissant. Bob commença à se préparer pour aller au travail en chantonnant, tandis que Gary le suivait dans toutes les pièces de sa maison, miaulant. Mais l'éponge n'y prêtait pas attention. Au moment d'ouvrir la porte de sortie, Bob se retourna pour dire au revoir à son escargot, qui miaula encore plus fort, comme s'il essayait en vain de dire quelque chose à son maître depuis son réveil. Je remarquai une expression assez étrange dans les yeux de Gary. On aurait dit de la tristesse, mêlée à une profonde inquiétude. Ça n'avait pas l'air de déranger Bob, qui claqua la porte et commença son chemin vers le crabe croustillant. À peine avait-il ouvert la porte du restaurant que M. Krabs lui sauta littéralement dessus, flanquant Bob par terre. « Éponge !» lui dit-il. « J'ai décidé de te récompenser. »« Merci, capitaine, mais vous me faites mal, » répondit Bob qui étouffait sous le poids de son patron. Je reconnaissais bien là l'humour premier degré de la série. M. Krabs se releva en faisant partir la poussière de son pantalon. « Pourquoi vous voulez me récompenser, capitaine? Je n'ai rien fait. »« Oh que si, éponge, détrompe-toi. Après tant d'années de bons et loyaux services, tu mérites bien un cadeau. »« Un cadeau? Oh, chouette, chouette !» Bob sautillait sur place à une vitesse folle. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?»« Ah, une surprise, mon petit Bob. Suis-moi. » À ce moment, je remarquai une lueur étrange dans le regard du capitaine Krabs. Bien sûr, il cachait quelque chose, mais j'avais l'impression qu'il se moquait de la pauvre éponge. Son sourire avait quelque chose de... oui, de malsain. Il prit Bob par la main et l'entraîna vers la cuisine.
Carlo n'est pas là, capitaine? Oh non, il a appelé ce matin, il est cloué au lit, le pauvre. Une mauvaise grippe à tous les coups. Oh pauvre Carlo, j'irai lui apporter des sandwichs à la confiture de méduse, ça le remettra vite sur ses tentacules. Bob était décidément toujours aussi compatissant envers les autres, même envers ceux qui ne lui rendent jamais. J'ai remarqué que la pendule du restaurant indiquait midi. Déjà l'heure du déjeuner. Bob venait pourtant juste d'arriver à son travail. C'était absurde. Au moment où le capitaine Krabs ouvrit la porte de la cuisine, un plan sur la salle à manger du restaurant me mit mal à l'aise. Elle était vide. Absolument aucun client. Alors que le crabe croustillant est d'habitude toujours plein à craquer de poissons consommateurs à l'heure des repas. C'était probablement un oubli. Le plan ne durait même pas une seconde, et les clients ne sont qu'une partie du décor après tout. Bob et son patron entrèrent dans la cuisine, et le capitaine prit soin de refermer la porte derrière lui, avec une précaution qui contrastait avec son empressement habituel. Ensuite, il se dirigea vers le grill et s'arrêta. Pendant quelques secondes, il resta là, sans rien dire. C'est à ce moment-ci que quelque chose me sauta aux yeux, ou plutôt, aux oreilles. Depuis que Bob était entré au crabe croustillant, il n'y avait aucune musique. Maintenant que personne ne parlait, cela me sautait au tympan, et l'absence d'ambiance sonore rendait l'atmosphère assez pesante. Ça va, capitaine » demanda Bob l'éponge avec un air inquiet. Krabs se retourna brusquement et lui ordonna de se taire en levant un pince bien haut pour le menacer de le frapper s'il ouvrait encore la bouche. J'étais choqué. Ce n'était pas le genre de violence que l'on trouve dans Bob l'éponge, surtout pas une violence aussi injustifiée. Bob, visiblement très effrayé, se protégeait avec la main. Je pouvais vraiment voir de la haine dans les yeux du capitaine Krabs. En une seconde, il redevint pourtant jovial et tapa amicalement l'épaule de Bob l'éponge. « Ah, mon petit Bob, ça va, laisse-moi juste me concentrer. » Il se plaça à nouveau devant le grill et baissa la tête. Bob le regarda avec des yeux apeurés, sûrement encore sous le choc de la menace de son patron. Krabs tapa sur le grill avec son pied, ce qui rompit le silence malsain qui régnait dans la pièce. Je comptai les coups. Ils étaient au nombre de 13. Au dernier coup, des planches du sol s'abaissèrent et une trappe s'ouvrit sans bruit, découvrant un escalier qui descendait dans les ténèbres. Krabs descendit les escaliers. Bob, lui, restait sur place, à déglutir difficilement sa salive. Alors son patron lui hurla « Bon, tu viens, on n'a pas toute la nuit !» Tant d'agressivité dans cette voix. Le comportement de Krabs était vraiment louche et ne correspondait pas au personnage que je connaissais tellement bien. Bob, visiblement angoissé, suivit le crabe et descendit les escaliers en courant, ne souhaitant apparemment pas rester seul dans la cuisine. Il y eut un fond d'eau noir, et l'écran de ma télévision resta obscur pendant longtemps, à tel point que je pensais que le courant avait été coupé. Mais non, le voyant de ma télé était bien allumé, et au bout de 3 minutes, une sorte de grognement avait commencé à se faire entendre. Très bas, mais cela avait suffi à me faire me retourner en sursaut. J'avais la réelle impression que ce bruit venait de derrière moi. On aurait dit un gros chien, ou un loup. Je baissai le volume de ma télévision, mais rien n'y fit. Au contraire, le bruit s'intensifia. Venait-il bien de l'épisode? Qu'est-ce que j'étais en train de regarder à la fin? À un moment, la voix de Bob se fit entendre, tellement bas que je devais tendre l'oreille pour comprendre ce qu'il disait. « On est bientôt arrivé, capitaine. Il fait noir ici. J'ai peur. » Ce hurlement. C'était un hurlement humain, tellement puissant que j'avais l'impression qu'un jeune homme torturé venait de rugir de douleur à mon oreille, tellement réel que je me suis encore une fois retourné. Mais non, il fallait me rendre à l'évidence. J'étais seul chez moi, et cet épisode était vraiment étrange. J'ai pensé à éteindre mon poste, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Curiosité malsaine, probablement. Je ne sais pas combien de temps l'écran restait noir après ce hurlement, mais seul dans mon salon, cela m'a semblé long. Très long. La lumière revenue, Bob et Krabs étaient en bas des marches d'un escalier, dans une pièce aux murs blancs et métalliques. On aurait dit un hôpital, ou un abattoir. Étrangement, il souriait, oui, même Bob. Alors Krabs prit son employé par les épaules et lui dit d'un air soudainement grave « Éponge, est-ce que tu es prêt à connaître le plus grand secret concernant la fabrication des pâtés de crabe ?» Une lueur d'angoisse apparut dans les yeux de Bob. Pourquoi donc semblait-il tout à coup si anxieux alors qu'il souriait la seconde d'avant? « Capitaine, je t'ai déjà tout sur les pâtés de crabe. D'abord il faut du pain, puis un steak de crabe, puis... Mais t'es-tu déjà demandé comment je m'approvisionnais en steak, Bob ?»
Comme toute réponse, Bob déglutit avec un grand bruit. Le capitaine se remit à sourire. Un sourire qui remontait très haut sur son visage et laissait apercevoir des crocs. Krabs laissa s'échapper un petit rictus et j'ai sursauté encore une fois. Le cœur battant à tout rompre. J'avais encore entendu un grognement, plus court, mais aussi beaucoup plus puissant. Transpirant en grosses gouttes, je continuais de regarder l'épisode qui, même s'il m'effrayait de plus en plus, commençait aussi réellement à me fasciner. Bob suivit Krabs dans un long couloir avant d'arriver à une grande salle. Dans celle-ci se trouvait une énorme machine avec une sorte de gigantesque entonnoir au-dessus et un tapis roulant en bas. Et c'est là que je les vis. 3 enfants crabes étaient attachés au mur juste au-dessus de l'entonnoir par des sortes de ceintures métalliques. Un hurlement horrible et humain, ne venant visiblement d'aucun personnage animé, me donna la chair de poule. Il ne me fit pas sursauter cette fois, mais l'impression que ce cri venait de quelque part dans mon salon était extrêmement dérangeante. Les petits crabes semblaient endormis. Krabs s'approcha de la machine et appuya sur un gros bouton qui se situait près du tapis roulant. La machine se mit à vombrir dans un vacarme infernal et le tapis se mit en route. Ce qui me fit tressaillir, c'est que l'on entendait le bruit des lames coupantes se refermant sur du vide. Elle devait se situer à l'intérieur de la machine. Bob regardait le spectacle sans rien dire. Le bruit de la machine réveilla les petits crabes en sursaut. Ils regardèrent autour d'eux, apeurés. L'un d'eux tourna la tête alors vers le capitaine Krabs. « Tonton, où est-ce qu'on est? Pourquoi on est attaché ?» Les neveux de Krabs? Oh mon Dieu, je ne voulais pas croire que j'allais assister à ça. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, » dit le capitaine sur un ton rassurant et paternel. « Vous allez juste aider tonton dans son entreprise, d'accord ?»« Mais tonton, j'ai peur, fais-nous redescendre » répondit un des autres enfants au bord des larmes. « Vous descendrez bien assez vite, toi et tes frères. Ne t'inquiète pas. Allez, restez sages. » Alors Krabs appuya sur un autre bouton et la ceinture d'un des petits crabes s'ouvrit, le laissant tomber dans l'entonnoir. Les cris que j'entendis alors resteront gravés dans ma mémoire. Des cris d'enfants torturés qui se mélangeaient pour donner un vacarme proprement infernal, fait de pleurs et de hurlements qui se mêlaient au bruit des lames découpant la chair. Je me bouchais les oreilles, en vain, car ce boucan résonnait à l'intérieur de moi. Au bout de ces quelques secondes qui me parurent interminables, la carapace du malheureux sortit d'une trappe au-dessous du tapis roulant. Elle était totalement déchiquetée et tachée de sang. Cette vision me provoqua un haut-le-cœur. Ce qui sortit de la machine par la suite finit de me dégoûter. Les yeux de l'enfant qui roulaient sur le sol, en laissant derrière eux 2 rails d'hémoglobine parfaitement parallèles. J'étais sous le choc. Un frisson glacé me parcourut l'échine. L'air de rien, le capitaine Krabs attrapa le steak qui était sorti de la machine et avançait sur le tapis roulant. Les 2 enfants avaient observé la scène et pleuraient. « Tonton, je croyais que tu nous aimais » dit l'un des petits crabes. « Ah, fermez-la » répondit Krabs en ouvrant les 2 ceintures d'un coup, laissant tomber ses 2 neveux dans l'entonnoir qui les emmenait vers une mort certaine et atroce. Krabs fixa la caméra et j'avais vraiment l'impression qu'il me regardait moi. Il avait le regard d'un fou, et son rire fut le plus perturbant que je n'avais jamais entendu. Ce n'était même plus le rire de Krabs, c'était le rire d'un pur psychopathe qui venait de tuer 3 membres de sa propre famille. Et ce rire se mélangeait aux hurlements et aux bruits de chair qu'on découpe, formant une symphonie monstrueuse qui me transperçait le cœur et la peau. C'en était trop. J'appuyai sur le bouton off de ma télévision, mais rien n'y fit. Krabs continuait de me fixer, mais cette fois-ci, il était accompagné de 2 nouvelles paires d'yeux qui venaient de rouler sur le sol. Baisser le volume de mon poste n'amenait à rien non plus. Quand enfin Krabs eut fini de rire, il alla chercher les 2 nouveaux steaks de crabe et alla voir Bob, qui était visiblement trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Il lui entendit un bout. « Tu en veux ?» Bob ne répondit pas. Alors Krabs découpa un bout de steak avec ses pinces et l'avala. Pas mauvais, mais la viande est quand même meilleure quand elle est moins jeune. « Capitaine, pourquoi avoir tué vos propres neveux ?» Bob avait un air sérieux que je ne lui avais jamais vu dans le dessin animé. Krabs, lui, éclata d'un rire malade. « Bob l'éponge, toujours le mot pour se marrer. Alors comme ça ne t'a jamais choqué que pendant toutes ces années, moi, le Captain Krabs, je vende de la viande de crabe. Mais ça te perturbe? C'est la meilleure. » Il lui donna une tape dans le dos, violente mais amicale. « Que veux-tu, mon petit Bob? Maintenant que presque tous les crabes de Bikini Bottom ont été servis en pâté, il faut bien que je m'approvisionne quelque part. Le profit, mon petit Bob, c'est le plus important. Conseil de business, mon ami.
Si tu as une affaire qui marche, fais-la fonctionner coûte que coûte, même si tu dois pour cela commettre des actes qui, comment dire, ne sont pas vraiment acceptés par notre société. Bob semblait perdu dans ses pensées. Mais maintenant qu'il n'y a plus de crabes à Bikini Bottom, qu'allez-vous faire? Capturer des crabes dans la ville? Tuer vos neveux n'aura servi à rien. Vous devrez quand même vous reconvertir. Reconvertir certes, mais ça ne m'empêche pas de rester dans la restauration. À vrai dire, je pensais tester de nouvelles recettes de pâté. Le sourire malsain de Krabs réapparut sur son visage. Il se dirigea vers un frigo au coin de la pièce, en chantonnant et en sortit quelque chose. Revenant vers Bob, il le lui montra. « Steak de calamar. Il paraît que c'est une viande très tendre. » dit Krabs en caressant doucement le steak verdâtre du bout de sa pince. Bob attrapa aussitôt le morceau de viande. « Carlo ?» Les larmes lui montaient aux yeux. « Ah, ne sois pas si sentimental. Tu sais bien que Carlo n'a jamais aimé personne, et surtout pas toi. Tu sais, Bob, la viande de calamar est certes tendre, mais elle est quelque peu amère. J'ai fait des tests, vois-tu, pour savoir quelle viande pourrait rivaliser avec mes délicieux pâtés de crabe. » Alors Krabs sortit un couteau de sa poche de pantalon et le planta dans la poitrine de la pauvre éponge. Bob hurla. Et selon certaines rumeurs, la viande d'éponge est particulièrement douce en bouche. Le capitaine Krabs enfonça encore plus profondément le couteau dans la chair de Bob, qui s'effondra sur le sol. J'étais trop choqué pour avoir une quelconque réaction. D'un air satisfait, Krabs mit le cadavre de l'éponge sur son épaule et grimpa sur une échelle sur le côté de la machine, tout en sifflotant. Il grimpa dessus et se positionna juste derrière l'entonnoir. « Le chef vous souhaite un bon appétit. » Il jeta le corps de Bob l'éponge dans la machine. Le vacarme qui s'ensuivit fut semblable à celui qui a accompagné la mort des 3 petits crabes, si ce n'est que des cris d'hommes et de femmes accompagnés ceux des enfants, et que le son était tellement fort que j'avais la réelle impression de devenir sourd. Le capitaine Krabs, lui, riait tel le dément qu'il était, debout sur sa machine, levant les pinces vers le ciel. Ma télé s'éteignit. Suis-je le seul à avoir vu cet épisode? Suis-je le seul à avoir lu cette publicité qui m'a amené à vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie? Lorsque j'ai fait des recherches sur internet, je ne trouve absolument aucun résultat qui m'apporterait une quelconque explication sur le pourquoi de cet épisode diabolique. Tout juste quelques témoignages sur des forums obscurs, mais ceci reste sans réponse. C'est impossible que Stephen Hillenburg ait donné son accord pour la diffusion de cette horreur. Aurais-je donc rêvé? Cela fait maintenant plus d'une semaine que j'ai vu cet épisode maudit, plus d'une semaine que ces images me reviennent, que ces cris résonnent en boucle dans ma tête. J'aimerais dire que cette mésaventure appartient au passé, mais je suis persuadé que tout n'est pas terminé. En témoignent les traînées sanglantes parfaitement parallèles que j'ai découvertes ce matin dans mon salon.